Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, toujours en vacances, enfin, du moins quand je tourne la vidéo, parce que quand je la posterai, je n'y serai plus, du moins ailleurs. Bref, c'est compliqué la vie, hein. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle I comme Icare, sorti en 1979, réalisé par Henri Verneuil avec Yves Montand en tête d'affiche. Alors ce film, je voulais le voir depuis longtemps, pour plein de raisons d'ailleurs. Je l'ai vu avec ma mère, un de ses films préférés. Et je n'en attendais pas forcément grand-chose, parce que, bon, pourquoi pas, le pitch de départ m'a rappelé beaucoup l'assassinat de Kennedy, mais après l'avoir vu, je ne peux que m'incliner devant la grandeur de ce film. C'est un chef-d'œuvre, hein, un bon 9 sur 10, et ce pour plein de raisons. Alors oui, le pitch de départ est un hommage, entre guillemets, non, bien sûr, c'est pas un hommage, c'est un clin d'œil à l'assassinat de Kennedy, puisqu'on se retrouve dans un pays fictif qui n'est pas nommé, euh, dans lequel, le jour d'un défilé, le président récemment réélu se fait assassiner par un tireur isolé. Alors évidemment, ça rappelle l'assassinat donc de JFK à Dallas, mais ici ce n'est pas le seul point commun, parce que tout le contexte autour de cet assassinat tourne autour de cette théorie du complot comme quoi Kennedy aurait été assassiné par des services secrets, etc. etc. J'en veux pour preuve déjà le nom du tueur, qui est le faux tueur dans le film. On voit très vite que c'est pas lui qui le tue, puisque enfin, c'est celui qui sera accusé, qui sera même suicidé, un certain Daslow, qui est l'anagramme parfait de Oswald. Lee Harvey Oswald, vous prenez Oswald, le nom de famille, vous changez les lettres et ça fait Daslow. Bref, donc là le clin d'œil est plus qu'évident. Il y a toute une sorte aussi de références autres, comme par exemple, il y a l'homme au parapluie dans le film qui joue un rôle important, un rôle clé même, qui est repris donc d'un vrai homme au parapluie aussi, sur la scène du crime de Kennedy. Il y a des rapports biaisés, suspects aussi, comme dans l'assassinat de Kennedy. Donc il y a cette accusation possible des services secrets. Euh, Bref, il y a plein de choses là-dedans. On pourrait faire toute une liste non exhaustive. Il y a des films aussi qui auraient été un peu cachés, etc., dont on voit ici dans le film un film amateur qui permet d'avoir une autre vision, et qui permet d'ailleurs au procureur dans le film de mener une enquête plus approfondie. Puisque le procureur est joué par Yves Montand est le seul à remettre en doute, après une longue commission, une longue enquête, c'est le seul à mettre en doute la culpabilité du tireur isolé qui se serait donc suicidé ensuite. Et à partir de là, ce procureur, qui prône la vérité, clairement, décide donc d'approfondir les choses et de découvrir le poteau rose en allant chercher les témoins de la scène, en vérifiant plein d'hypothèses. Et à partir de là, on est parti dans une sorte de thriller, un film politique, même espionnage, qui tient en haleine pendant plus de 2 heures, non-stop, avec des scènes en plus qui varient, parce qu'il y a plein de choses variées dans ce film, dont une scène en particulier pardon, qu'on va approfondir bientôt. Et bon, ça commence par donc ces témoins, au moment où ils se retournent et ils voient un tueur, mais qui n'est pas le vrai tueur, puisqu'on voit un deuxième tueur plus bas à travers la fenêtre. Et tous ces témoins ont été supprimés, pratiquement tous. Il y en a un qui s'était caché, qui aura une importance un peu dans le film d'ailleurs. Bref, à partir de là, d'ailleurs, Yves Montand, enfin, le procureur, n'a absolument plus le moindre doute sur le fait que cet assassinat a été un ordre donné d'ailleurs, voire de plus haut. Et plus on avance dans le film, plus c'est compliqué pour ce procureur. On voit, il ne dort pas. À un moment, on apprend qu'il a une épouse, mais on ne la voit même pas. On l'entend qu'au téléphone, on voit juste sa photo. C'est vers la fin du film d'ailleurs. On se rend compte que vers la fin du film que le procureur a une vie privée, tellement il est omnubilé par cette affaire, le pauvre. Et comme je disais, donc, film très varié, puisque ça ne se concentre pas uniquement sur l'enquête. On va même chercher donc plus en profondeur derrière enfin, dans la vie du faux tueur, pour se rendre compte avec le biais d'un livre, par le biais d'un livre, par le biais d'une photomontage qu'en fait il n'y est pour rien. Et à un moment d'ailleurs, on se retrouve dans une scène improbable d'expérience, la fameuse expérience de 1000 grammes, qui est une vraie expérience qui a vraiment eu lieu,
une dizaine d'années avant le film, plus même, une bonne quinzaine d'années avant le film, une expérience sur l'autorité. Alors qu'est-ce que cette expérience sur l'autorité? Pour faire simple, on prend deux hommes, deux personnes, un moniteur et un élève, des gens qui ne se connaissent pas, et le moniteur doit poser des questions à l'élève, et s'il ne répond pas bien à ces questions, il lui donne des charges électriques. Et en fait, l'expérience consiste à voir jusqu'à où ce moniteur donc, peut aller pour faire souffrir son élève sous le joug d'une autorité qu'il juge cohérente, puisque c'est dans le cadre scientifique, donc il va se dire, bon, si on me le demande, c'est que c'est pas dangereux, mais bon, quitte à faire souffrir l'autre, ok, on me le demande, on va au bout. Et on se rend compte que 63% des gens obéiront jusqu'à très tard dans l'expérience. Alors c'est des chiffres qui sont vrais, c'est vraiment une expérience réelle qui a été mise dans le film, même si le contexte est un peu différent. Par exemple, dans le film, on les voit face à face, ils ont même un contact physique à un moment, alors que dans la vraie expérience, ils sont dans des pièces séparées. Mais quand même, on se rend compte que donc 2 personnes sur 3, grosso modo, obéiraient à une autorité qu'ils jugent logique et crédible, en allant même peut-être jusqu'à commettre potentiellement des crimes. Pourquoi il y a cette expérience dans le film? Parce que le faux tueur a été victime de cette expérience. En gros, il a été prêt à tuer quelqu'un parce qu'on lui a demandé, parce qu'une autorité supérieure lui a demandé. Ici, en fait, il était prêt à tuer le président. Il allait le faire, mais bon, son arme n'était pas chargée. Et en fait, on s'est servi de lui comme bouc émissaire et coupable idéal. Bref, voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'en fait, le procureur assiste donc à l'expérience, et à un moment, l'un des professeurs euh, lui dit qu'il réagit à un certain moment, parce qu'aussi l'expérience a été ici développée sur le procureur qui observait la scène, et à un moment, il s'est choqué, il s'est dit, il faut arrêter là. Et le docteur se retourne vers lui en disant, vous avez réagi à 180 volts, c'est marrant, c'est une expérience dans l'expérience, c'est une mise en abîme, bref, j'ai adoré cette scène. D'autant plus que donc c'est basé de faits réels. Il y a même eu un documentaire sur France 2 ou sur France 5, je sais plus, qui est passé il y a quelques années. Il me semble que je l'avais vu ou vite fait. Bref, c'est des faits réels et c'est intéressant aujourd'hui aussi de se poser la question jusqu'où pourrions-nous aller si une autorité est jugée crédible, donc sous l'obéissance d'une autorité, jusqu'où pourrait-on aller? Pourrait-on aller jusqu'au meurtre? Beaucoup de gens peut-être pourraient aller jusqu'à ça. Bref, le film en lui-même est donc superbement réalisé, tient en haleine de A à Z. Les décors sont très 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 intéressants parce que le film a été tourné en majeure partie dans une ville nouvelle pour montrer une sorte de pays un peu dépaysé. Donc c'est pour ça que c'est pas la France, une sorte de pays moderne à l'Amérique. C'est entre la France et les États-Unis un peu ce pays-là. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ce film donc, a été tourné près de chez moi, à Cergy-Pontoise. On voit la préfecture qui sert de décor pour le gouvernement, le palais du gouvernement. Il y a la tour EDF aussi. Bref, c'est assez amusant avec le recul. Et sinon, que dire? Sinon qu'il faut spoiler. Voilà, je spoil à partir d'ici parce que, spoil, le titre spoil la fin du film. Jusqu'à la fin du film, je me dis, mais pourquoi ce film s'appelle I comme Icare? Vous connaissez le mythe d'Icare. Icare, à se rapprocher du soleil, à vouloir savoir donc ce qui se passe, à vouloir être plus près de Dieu, plus près de la réalité, il finit par se brûler les ailes et mourir. Et ben, c'est l'histoire de ce procureur, parce qu'à la fin, tellement il est proche de la réalité, qu'il se brûle les ailes et qu'il meurt. C'est la fin du film, il se fait tuer. Un truc incroyable parce qu'on ne le voit pas venir. Moi, je n'avais pas été spoilé du tout et on ne le voit pas venir et ça vous prend là. On attend que la vérité soit révélée, que donc ça se termine bien avec voilà démantèlement des machins, services secrets, tout ça. Il est très très proche de la réalité et en fait, il se rend compte que dans un message audio codé, la dernière mission du projet Minos. D'ailleurs, clin d'œil dans les Verneuil à un de ses films, Peur sur la ville, puisque dans ce film-là, le méchant s'appelle Minos, et là, c'est le projet Minos, le projet donc des méchants, des services secrets, de l'autorité supérieure, peut-être le président qui a remplacé celui qui a été tué, on ne saura jamais. Bref, la dernière phase de cette mission-là, c'est le projet, donc c'est la mission I comme Icare, et en fait, c'était donc tuer le procureur. Il est dans son bureau, c'est là d'ailleurs on entend sa femme au téléphone, on se rend compte pour la première fois qu'il a une vie privée, et c'est là qu'il meurt, d'une balle dans la tête. Un choc improbable. D'ailleurs, la scène est super bien faite parce que je crois qu'à un moment il est presque aveuglé, enfin, c'est comme Icare, quoi. À un moment où il est ébloui par la vérité, il se dit mon Dieu, c'est là où je tiens tout, qui se fait assassiner à travers la fenêtre. Moment choc avec la musique d'Ennio Morricone qui part derrière, magnifique musique aussi. Bon, Ennio Morricone, quoi, il a jamais fait de mauvaise bande-son. Et donc, oui, I comme Icare, en fait, spoil la fin du film, puisque Icare, c'est le procureur qui s'est trop rapproché de la vérité, qui s'est brûlé des ailes à en mourir.
terrible quand même quand on y pense. Bref, film tellement intéressant parce que tellement proche de beaucoup de vérités, puisque beaucoup de références historiques, que ce soit donc à l'assassinat de Kennedy, aussi à des références à la chute du président Salvador Allende au Chili, euh, donc remplacé par une dictature militaire. C'est un peu aussi un hommage, entre guillemets, enfin, une référence à cette histoire-là. Pas un hommage, évidemment. Ouais, c'est des références à des moments un peu tristes de l'histoire, quand même. Hein. L'assassinat d'un président américain, une dictature qui remplace une démocratie. Bref, c'est un film qui fait réfléchir encore aujourd'hui, et donc pas que par l'expérience de Milgram. Hein. Jusqu'où peut-on aller pour avoir la vérité? À quel point c'est dangereux? Voilà, ça rappelle aussi, ce genre de film rappelle aussi les hommes du président. Parfois ça réussit, dans les hommes du président ça réussit, Nixon démissionne. Là ça rate, et parfois, bah, c'est ça. Jusqu'où peut-on aller pour la vérité? Que ce soit le pouvoir exécutif, que ce soit les médias, tous ces contre-pouvoirs potentiels, parfois réussissent à rééquilibrer la balance, parfois ratent. Un film terriblement d'actualité, terriblement moderne pour l'époque. Quand même, il ne faut pas oublier qu'il fête, je crois qu'il a, ouais, bah, c'est ça, il va fêter ses 40 ans l'année prochaine quand même. Et bah, il est toujours vraiment d'actualité, je trouve. Voilà, c'était I comme Icare d'Henri Verneuil, un film français qui compte, clairement, et que je vous conseille vivement. Bon, si vous ne l'avez pas vu, bon là, si vous êtes arrivé là, c'est que vous l'avez vu, puisque j'ai spoilé avant. Allez, à la prochaine. Ciao.